Bon, ben, on va commencer alors dans ce cas. Je vais en profiter tant que alors Marc, bon, on va se présenter rapidement. Donc moi je suis Éric Campois, je suis responsable du parcours de M2. Sarah Saint-Michel, que vous voyez à l'écran, est responsable du parcours de M1. Marc Glady, que vous ne voyez pas à l'écran, mais que vous avez entendu, est responsable du parcours de M2, conseil et accompagnement du changement. Et puis ensuite, nous avons une brochette d'étudiants et d'étudiantes, voilà, qui sont et qui sont en pleine forme. J'espère qu'ils pourront intervenir, répondre à certaines questions, ou en tout cas rentrer en contact toujours avec des étudiants. Ce sont ceux qui sont les plus proches de vous, qui se posaient les mêmes questions globalement que les vôtres l'an dernier. Il n'y a aucun problème, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Bon, maintenant, je coupe ça, moi de ce côté, puis je reviens donc sur le diaporama. On va vous présenter rapidement ce soir le master management des ressources humaines avec peut-être encore que j'allais dire un petit focus sur le M1, mais j'avais demandé à Monica qu'elle fasse passer le message que c'est aussi bien s'il y a des étudiants qui veulent candidater à un M2, ils pouvaient quand même venir ce soir assister. Enfin. Maintenant, il faut que j'arrive à passer à la slide suivante. Pourquoi il ne le fait pas? Ah, je fais une erreur. Non, c'est pas ça. Bon, bah, tant pis, je vais le faire comme ça. Sinon, tu as diaporama. Ah, mais oui, suis-je bête? Encore que. Non, Ah non, bah, ça va pas m'arranger le diaporama parce que j'ai d'accord. partagé tout mon écran. J'ai mis ça dès le début. Bon, allez, on va rapidement sur la présentation du master. Et puis on va alterner, Marc et moi. Sarah, si tu veux d'ailleurs, n'hésite surtout pas à intervenir. Voilà, j'ai vu ton pouce. Globalement, vous allez voir, le master en fait est vraiment un vrai silo M1, M2. Donc, le master, c'est management des ressources humaines, et puis ensuite, on distinguera conseil et accompagnement du changement et management stratégique des ressources humaines. Mais globalement, on a les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que l'idée, c'est de vous former, de former des étudiants qui comprennent les enjeux RH humains. Et surtout, pour nous, ce qui est important, c'est l'articulation aussi avec les enjeux organisationnels, c'est-à-dire que la RH ne fait pas sa petite vie toute seule dans son coin. Elle est dans un contexte et c'est encore plus fort lorsqu'on est dans l'accompagnement du changement et qu'il faut comprendre. Il faut que vous compreniez ces enjeux RH et organisationnels, que vous soyez capable d'accompagner les dimensions sociales et humaines des transformations, sachant qu'aujourd'hui, il y a très peu d'organisations qui ne sont pas en transformation. Et il y a énormément de dimensions en jeu à ce moment-là. Euh, Ce n'est pas de la pure RH, justement, et c'est très important que vous les connaissiez, enfin, que vous les maîtrisiez. Que vous soyez capable d'identifier aussi les leviers pertinents d'action, parce que c'est tout bête, c'est pas parce que vous aurez de belles idées que vous arriverez toujours à les faire passer. Et un des moyens, bah, c'est de savoir sur quoi jouer et qu'il y aura de l'écho dans l'organisation, et pas uniquement d'un point de vue, encore une fois, RH. Et en parallèle, bah, il faut arriver aussi à convaincre les instances décisionnelles parce que, comment dire, c'est pas toujours vous qui déciderez. Et dans ce cas, il faut savoir aussi s'adresser, parler le langage de ces instances-là et pas uniquement le langage RH. Donc voilà, ça c'est quand même très très important aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des cours à dimension RH. Il y aura des cours à dimension sociologique et psychologique, notamment pour ce qui est accompagnement des dimensions sociales et humaines. Mais il y a aussi des cours plutôt managériaux, de manière à ce que vous maîtrisiez aussi quels sont les enjeux en finance,
que vous soyez capable de vous adresser à un directeur financier ou un contrôleur de gestion pour le convaincre que ce que vous faites est pertinent. Alors, juste une petite remarque. Pour ceux qui seront l'an prochain avec nous, vous apprendrez par Fabien Blanchot, un collègue qui n'est pas là ce soir, à savoir quel est le PAF, c'est-à-dire la pertinence, l'acceptabilité et la faisabilité. On ne les a pas mis dans le bon ordre, qui sont trois dimensions importantes lorsqu'on veut mettre en place une politique, quelle qu'elle soit. Voilà. Marc, je te laisse peut-être enchaîner. Avec plaisir, oui. Alors, deux parcours au sortir du M1. Enfin, vous candidatez pour l'instant pour le M1, bien sûr. Mais à la sortie, vous vous orientez vers le parcours en RH, management stratégique des RH, ou vers l'accompagnement et le conseil, qui s'appelle Conseil et accompagnement du changement, CAC. Alors, ils ont des numéros, parce que la tradition à Dauphine, depuis les années 70, années de création, c'était de donner des numéros au diplôme. Et donc, l'un s'appelle le 228 et l'autre s'appelle le 231. Voilà, donc vous avez une première année commune qui permet de construire une dynamique générale de promotion où vous êtes mélangés, et une deuxième année plus spécialisée. Du côté CAC, on a 25 places. Donc on a des étudiants, bien entendu, du M1 qui viennent alimenter ces places ouvertes en M2. Mais la spécificité pour les deux parcours, c'est d'avoir un recrutement aussi en M2. Donc le groupe que vous formez en M1 va se trouver évidemment réparti entre les deux M2 et puis rencontrant en M2 deux nouveaux étudiants pour former une nouvelle promotion. Le parcours MSRH a 35 places, il est plus gros, en apprentissage ou en initial. Donc les deux masters sont ouverts en apprentissage, mais la spécificité du MSRH, c'est d'être ouvert aussi en initial. Le CAC, vous voyez, c'est éventuellement en initial ou en formation continue, mais les dernières années, nous n'avons pas pris en initial et nous n'avons pas pris en formation continue parce que la promotion est beaucoup plus homogène. Quand tout le monde est en apprentissage, de toute façon, tout le monde suit le même calendrier, mais les expériences, je dirais, de vie universitaire sont plus cohérentes quand tout le monde est en apprentissage. Les tranches d'âge aussi sont les mêmes. Dès qu'il y a de la formation continue, les étudiants sont plus âgés. Et en initial, le CAC est comment dire, délibérément professionnalisant. Donc, il est moins ajusté à un parcours formatif en initial. Par contre, en MSRH, vous pouvez le faire en M2, en initial ou en apprentissage à votre choix. Si tu veux compléter, Eric. Oui, très rapidement, oui. On maintient l'initial, même si là, cette année, je pense qu'il y a une personne qui est en initial, et en général, il n'y a pas grand monde. Mais si cet étudiant nous a demandé à être en initial plutôt qu'en apprentissage, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, on lui permet de poursuivre en initial. Juste, j'en profite tout de suite quand même si on pourra le préciser encore tout à l'heure. Le M2, donc en général, est en apprentissage plutôt, y compris pour ceux qui seraient rentrés en M1 et qui seraient rentrés en initial. Vous pouvez très bien rentrer en initial en M1 et faire votre M2 en apprentissage, ou rentrer en apprentissage en M1 et vous continuerez théoriquement en apprentissage en M2. Voilà. Sinon, rapidement, je ne vais pas reprendre tous ces cours-là, ça vous donne une idée d'un peu de la structure des enseignements, sachant que le M1 donc, est commun à ces deux parcours. Et puis ensuite, en M2, on se sépare. L'année de M1, ce sont vraiment les bases. Alors, j'allais dire pas forcément en RH pur, mais un petit peu, vraiment alors, basique. Puisque la spécialisation se fera plutôt en M2, les bases en orga, en sociologie, en psychologie sociale, voilà.
Et puis en M2, hop, là, les deux cohortes se séparent et se retrouveront quand même quelques fois pour quelques cours qui sont communs, mais il n'y en a pas beaucoup, puisque bah, après, chacun fait sa vie. Voilà. Si vous avez des questions sur les cours, vous pourrez en poser. Là, je ne vais pas rentrer trop à l'intérieur de ça. On va plutôt passer donc aux spécificités du master. Alors ça, Marc, t'aimes bien ça, non? Cette slide. Oui, enfin, j'aime bien, on a construit ce petit PowerPoint tous les deux, Ouais, et donc j'aime bien tout. Moi, oui, j'aime bien les 2 années de formation. mais c'était pour te passer le ballon. C'était Exactement. une transition pas très bonne de ma part, je le reconnais. Bah, allons-y. Les spécificités du master, bah, c'est à la fois d'être stratégique, transversal, opérationnel. La dimension stratégique est très forte, notamment en M1 et autour de la fonction RH qui est vue de manière stratégique. Transversale et opérationnelle, il est évident que ce sont des métiers, que ce soit la RH ou l'accompagnement du changement, qui dialoguent avec les autres fonctions de l'entreprise et opérationnelles qui ont évidemment une dimension pragmatique, puisqu'il s'agisse de piloter, de manager ou de gérer le changement ou les RH, il y a des dimensions opérationnelles. C'est d'ailleurs souvent dans ces on monte en opérationnalité, je dirais, entre le M1 et le M2. Les apprentissages, notamment, sont presque beaucoup plus opérationnels hein, en M2. Mais souvent, l'opérationnalité en M1 est intéressante aussi parce qu'on vous donne à faire des choses qui sont de l'ordre du reporting, du back-office, mais qui vous acclimatent à la culture de l'entreprise dans lequel vous faites votre stage ou votre apprentissage. Bon, donc l'idée du master, c'est de prendre en compte ces dimensions opérationnelles, mais évidemment de les travailler d'un point de vue académique. Appréhension de l'articulation de l'économique et du social, les fonctions RH sont vraiment à l'articulation des dimensions de résultats, de performance, d'efficience, d'efficacité dans l'entreprise, mais évidemment pas à n'importe quel prix. Il faut que les individus s'y retrouvent et il faut que le social, les équilibres sociaux soient respectés. Et c'est tout l'enjeu d'un certain nombre de cours de montrer comment on peut trouver des articulations entre l'économique et le social dans les métiers de la RH et du conseil. On l'a dit, c'est en M1 des enseignements à la fois de management, mais aussi de sciences sociales. Et donc, on essaye de croiser les 2 regards, d'organiser un petit peu la confrontation finalement de ces deux orientations disciplinaires. Et c'est intéressant parce que les étudiants voient des choses sous les 2 aspects. Par exemple, ils vont entendre parler du comportement organisationnel en management et ils vont entendre parler des conduites et des pratiques professionnelles ou des conduites sociales ou des pratiques sociales en sciences sociales. La professionnalisation est importante, que ce soit par la qualité des missions qui sont confiées aux étudiants que de leur insertion professionnelle. Alors, au niveau M1, je dirais d'abord, il faut penser l'intégration M1, M2, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle on fait son apprentissage en M1 est la même que celle dans laquelle on fait son apprentissage en M2. Il y a une continuité. On fait des apprentissages sur 2 ans et ça permet de gagner justement en professionnalisation dans l'entreprise. Et puis, l'insertion professionnelle, elle est plutôt au bout du parcours M1, M2. C'est un peu prématuré en M1 de parler d'insertion professionnelle, même si elle commence à se faire par l'expérience d'apprentissage et qu'elle va se poursuivre, notamment par l'année de césure, quand il y a une année de césure. Mais l'insertion professionnelle est quand même importante. Vous engagez dans un M2 qui amène à des métiers où votre premier poste, vous allez l'avoir moins de 3 mois, enfin moins d'1 an de toute façon, mais souvent même au moment où vous recevez votre diplôme de M2 au mois de décembre 2026, pour vous, vous serez déjà embauché par une entreprise. Donc,
Quand on dit excellente insertion professionnelle, c'est pour parler des taux de placement au niveau du M2, et ça se construit évidemment dès le M1, puisqu'encore une fois, certains d'entre vous qui vont faire un stage en M1, souvent 2 stages dans l'année de césure et un apprentissage en M2, seront des professionnels qui ont en quelque sorte 4 expériences professionnelles, ce qui est très riche. Et ça fait au profil dauphinois des étudiants qui ont un très bon niveau académique, mais qui sont déjà professionnalisés en sortant de leur master. Oui, alors, puisqu'on parlait d'insertion professionnelle, rapidement, au cas où vous auriez du mal à voir vers quel métier mènent ces parcours, en conseil accompagnement du changement, bien sûr, le plus grand volant des diplômés devient consultant. Consultant, mais en même temps, c'est un terme tellement large qui recouvre tellement de pratiques différentes dans les entreprises. Et puis, il y a également un volant non négligeable d'étudiants qui vont faire de l'accompagnement du changement à l'intérieur même de structures d'entreprise et pas en tant que prestataire de services externes. Euh, et il y en a déjà en apprentissage qui sont dans cette situation-là, et bien sûr à la sortie. Bon, pour le parcours MSRH, les fonctions occupées à la sortie sont un peu toutes les fonctions qu'il peut y avoir en RH. Alors, mon ami DRH en début, c'est... Non, non, c'est un peu excessif. DRH, c'est au bout de quelques années au moins. Je ne vous souhaite pas d'être DRH tout de suite, quand même. C'est de bien grosses responsabilités un peu tôt, mais responsable ressources humaines, puis après, ou être plutôt euh, dans une fonction et avoir une expertise dans cette fonction en recrutement, en rémunération, en relations sociales ou autre. Voilà, il y a un peu de tout. Ce qu'on remarque, alors au moins pour RH, parce que pour CAC, c'est vrai que c'est un peu différent peut-être, mais en RH, bien sûr, la grande majorité des étudiants, des diplômés, sont plutôt dans des très grosses structures, très très grosses structures. Euh, voilà, ça c'est peut-être la particularité, mais c'est aussi la particularité de la fonction. Pour ce qui est de CAC, les structures peuvent être assez variées, en revanche. On a de plus en plus d'étudiants, enfin ces dernières années, je trouve qu'il y a eu beaucoup de VIE aussi. Beaucoup d'étudiants sont partis en VIE. Alors, enfin, c'est surprenant dans la mesure où on n'est pas sur les fonctions les plus prisées pour les VIE. Ça, c'est sûr, c'est c'est pas forcément en management qu'on va trouver le plus de VIE. C'est plutôt en sciences souvent. Mais il se trouve que les RH étant au cœur des recrutements en VIE, de l'information et autres, souvent ils sont au courant. Et je pense que voilà, pour la promo de l'an dernier, par exemple, je crois qu'on a 4 ou je sais plus si c'est 4 ou 5 VIE, ce qui est, me semble-t-il, énorme quand même. Pour ce qui est des indicateurs, il y a il y a un site qui les regroupe. Pour ce qui est des rémunérations, ce que je peux dire, c'est que les rémunérations en CAC, la médiane des rémunérations en CAC est supérieure à celle de la rémunération en RH, puisque vous êtes plutôt dans le consulting, qui est un domaine qui paye un peu plus. Donc, je- de mémoire, je pense, je dirais 42, 43 Ouais. kilos euros. En RH, on est plutôt à entre 38 et 40. Voilà. C'est plutôt ça. Les taux d'insertion, Marc en parlait tout à l'heure. Alors, c'est toujours pareil, on parle du passé. Et jusqu'à cette année, ils ont été excellentissimes. Je pense, jamais signé autant de ruptures anticipées que cette année. Rupture anticipée veut dire que l'étudiant n'a pas encore son diplôme, mais rompt son contrat d'apprentissage parce qu'il trouve un emploi. Voilà. Je pense qu'il y a eu un quart de la promo quasiment qui a rompu avant terme.
Et puis, quand on a fait la remise des diplômes, je pense qu'il y avait 2 étudiants qui étaient encore en recherche en RH. Voilà. Donc, j'espère que ça va continuer. Comment dire, l'activité économique en France est ce qu'elle est, et donc il peut toujours y avoir un resserrement. Mais globalement, c'est vrai que vous avez la chance de disposer aussi du signal qui est le nom de Dauphine et qui permet, vous le verrez si vous nous rejoignez, ne serait-ce que pour trouver un apprentissage, mais aussi après pour trouver un emploi. C'est vrai que c'est plutôt un très bon signal. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Marc. Non, écoute, je crois qu'il faut avancer Ouais, assez et surtout qu'on arrive juste au point voilà, qui est le plus important pour eux. pour Ce entendre les sont, questions des ouais, étudiants. et puis ce sont les conditions d'accès et donc de sélection. Euh, là, je vais le prendre rapidement. On vous a mis M1 et M2, encore une fois, même si ce soir c'est plutôt M1, mais encore. Moi, j'avais demandé à Monica que des candidats en M2 viennent parce qu'il y a différentes questions qui se posent pour certains candidats, de savoir s'ils candidatent en M1 ou en M2. Donc, globalement, bah, on vous demande pour rentrer en M1 d'avoir l'équivalent d'une licence. Vous pouvez avoir plus, mais au moins l'équivalent d'une licence. Et pour rentrer en M2, l'équivalent d'un M1 ou plus. Que ça soit en gestion, en sociologie, en économie, en sciences humaines, en droit. Vraiment, là, sur ça, on est très, très ouvert. Ce qui nous intéressera, ça sera votre projet et pourquoi vous avez envie de faire des RH ou de l'accompagnement du changement. Voilà. Euh, pour ce qui est des, comment dire, des institutions d'où vous venez, là encore, toute institution universitaire, les IEP, les grandes écoles ou autres, aucun souci. Va se poser une question quand même. Non, je l'aborderai après. Pour l'instant, je reste sur de l'administratif pur. L'admissibilité, ben, vous avez sûrement commencé à voir ça, puisque vous avez dû peut-être regarder le dossier. Donc, il y a un dossier à faire. Dossier qui n'est pas compliqué. En revanche, je vous conseille de vous y prendre dès maintenant parce qu'il y a parfois des documents qu'il faut récupérer qui sont peut-être pas en votre possession, c'est peut-être vos parents ou je ne sais pas. Donc n'attendez pas le dernier moment. On a besoin de voilà tout votre cursus depuis le bac compris. Et puis il y a un travail qu'on vous demande de faire, une sorte de mini-mémoire. Alors je le dis tout de suite parce que cette année, là, j'ai commencé à regarder un petit peu les dossiers qui étaient remplis. Certains étaient complets. Je suis tombé quand même sur 2 dossiers en RH. Je n'ai pas regardé les dossiers en CAC. 2 dossiers en RH complets et qui, à ce jour, seront éjectés. Parce que le mini-mémoire est un mini-mémoire ChatGPT et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, je préfère le dire si jamais l'une des 2 personnes ou les deux sont présentes, eh bien, vous avez encore le temps d'en refaire un et de le remplacer. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Franchement, là, on vous demande de faire ce travail et d'apporter, de ne pas faire toujours les mêmes références et encore moins de ChatGPT pour le coup. Donc voilà, c'est à vous de vous, comment dire, de vous mobiliser. Vous avez quand même un peu de temps pour le faire et c'est important. Pour ce qui est de l'admission, bah, il y aura une admissibilité sur dossier. Globalement, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais moi, enfin, il me semble en RH, il y a une centaine d'admissibles en RH pour à la fin une vingtaine, 20, 25 places. Donc voilà, on en verra. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Bon, c'est pas grave. Euh, Moi, je verrai donc une centaine d'étudiants qui candidatent en RH et en entretien de motivation et de projet. Et surtout, ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous expliquiez ce que vous souhaitez faire en RH. Que ça soit en M1 ou en M2, c'est la même chose. Alors, on n'attend pas la même chose en M1 qu'en M2, bien entendu. On attend un peu plus de maturité en M2. On est indulgent sur
certaines naïvetés, voilà. Mais quand même, si vous nous dites que vous voulez faire des RH parce que vous aimez les gens, non, c'est pas suffisant là pour le coup. Il faut vraiment. Alors, le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est surtout renseignez-vous sur les métiers qu'il y a derrière. Discutez avec des gens qui travaillent en RH, discutez avec des étudiants du master qui sont aussi en RH. Et pareil, en accompagnement du changement, c'est la même chose. Mais essayez de comprendre un petit peu ce que sont un peu ces métiers pour voir si c'est vraiment ça qui vous intéresse, qui vous attire, du moins qui vous attire, qui semble vous attirer, et pourquoi. Maintenant, deux points importants. Alors, un premier sur la réorientation disciplinaire. On l'a dit, on accepte des étudiants qui viennent d'autre chose que de la gestion ou de la sociologie, puisque le Master CAC avait un ancrage sociologie très important. Ce qui fait qu'on a régulièrement des étudiants qui n'ont jamais fait de tout ça, qui ont parfois même un M2. Eh bien, il est de plus en plus recommandé, c'est pas une obligation, mais il est de plus en plus recommandé quand même de candidater à la fois en M1 et en M2. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pris qu'en M1 et pas en M2. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que vous serez pris même en M1. Et puis, vous pourriez très bien être pris en M2 et pas en M1 parce qu'on juge que non, vous n'avez pas votre place dans le M1. Mais franchement, regardez le programme de cours et voyez réellement ce que vous avez dans le M1 et que vous avez déjà fait. Encore une fois, pour ceux qui sont en réorientation disciplinaire, hein, c'est vraiment important. Et ce n'est pas une année perdue. En général, si c'est une réorientation disciplinaire, le M1 se fait un apprentissage. Voilà. Mais réfléchissez bien à ça. Et puis, bien entendu, si vous candidatez en M1, c'est que vous accepteriez éventuellement d'être pris en M1, mais il n'y a pas de. Vous pouvez être pris dans aucun des deux, vous pouvez être pris dans l'un des deux, M1, pas M2, M2, pas M1, ou dans les deux. Et bien sûr, à ce moment-là, vous ferez votre choix. Ça, c'est pour la réorientation disciplinaire, mais ça nous permet comme ça d'accueillir des étudiants qui viennent d'un peu partout. L'autre point plus spécifique là à la gestion, ce sont les bachelors. Alors, c'est vrai que la plupart des bachelors, ils vont être orientés en M1. Je préfère le dire, je sais que c'est une question qui revient régulièrement. Il y a toujours des exceptions, mais elles sont quand même plutôt rares. Voilà. Après, on pourra en discuter en dehors de ce rendez-vous, mais il n'y a pas de souci. Et puis le dernier point, et puis ça va nous permettre comme ça de basculer sur les questions, c'est le calendrier. Alors, vous avez le calendrier qui est officiel, qui va jusqu'ici, jusqu'à la réponse pour les admissions. Et puis, j'ai rajouté quand même quelques éléments en plus. On a fait ça là ces derniers jours, où on a rajouté donc. Alors, rapidement, vous verrez que quand il n'y a pas de précision, c'est que c'est la même chose pour tout le monde, RH ou CAC. Quand il y a une précision, c'est qu'il y a une petite différence. Bon, ben voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes dates et c'est pas gênant, y compris pour la rentrée. Bon, voilà, la rentrée du M2 en tout cas. Et puis, deuxième point important, il y a il y a des forums d'alternance qui vont être organisés. Donc, il y a Dauphine qui en organise un le 13 et le 14 mai qui s'adresse à tous les étudiants qui sont en alternance, en M1, M2 et dans toutes les disciplines, donc bien sûr CAC et RH. Et puis, le master MSRH, pour le coup, puisqu'il y a plus d'étudiants, on organise aussi un forum quelques jours avant, où là, il n'y a que des offres RH. Et ça sera le 6 mai. Ça s'adresse principalement donc aux étudiants qui seront dans le parcours MSRH. Ça me fait penser à une chose qu'on n'a pas dite peut-être, c'est que quand vous candidatez en M1, vous devez choisir le parcours de M2 que vous souhaitez faire. Parce que ce n'est pas le même dossier totalement, ce n'est pas totalement le même dossier de candidature, ce n'est pas le même travail écrit qui vous est demandé, et donc ce n'est pas le même jury d'admission. Donc, vous devez préciser pour quel M2 vous candidatez. Et ça veut dire donc que si vous êtes accepté en M1, dans ce M1-là, vous serez d'office accepté dans le M2
pour lequel vous avez postulé. D'accord? Si en cours de M1, vous vous rendez compte que peut-être c'est l'autre parcours de M2 qui vous intéresserait plus, ce n'est pas impossible de changer, mais ce n'est pas automatique du tout. D'accord? En revanche, c'est automatique le passage dans le M2 pour lequel on a postulé et pour lequel on a été accepté. Voilà. Je pense que j'ai dit le maximum. Je ne sais pas si tu veux compléter. Excuse-moi, non, juste un point, Marc. Regardez bien les dates de rentrée. Regardez bien les dates de rentrée. Elles sont fin août. Ça veut dire qu'on vous attend, si vous êtes accepté et que vous venez, on vous attend fin août. Si vous êtes en stage, en apprentissage, il faudra faire une rupture anticipée. Si vous êtes en vacances, ben, il faudra rentrer avant. D'ailleurs, nous, on rentre avant, ben, vous aussi. Voilà. En tout cas, ce n'est pas un motif pour arriver plus tard. Voilà. Bon, sur ce, Marc, si tu veux compléter, sinon on peut passer aux questions. Ou Sarah, si tu veux compléter aussi. Ou si les étudiants veulent dire aussi un petit mot quand même. Mais bon, je pense qu'ils vont pouvoir parler dans les questions aussi. Mais bon. Ouais, comme il reste une demi-heure, je crois que c'est important d'écouter surtout les questions d'étudiants. On a 74 participants, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Et puis, on peut peut-être écouter aussi ça et là des réponses qui sont faites par les étudiants de M1 actuels et qui vivent la formation en ce moment et qui pourront répondre très rapidement et très facilement et très concrètement à partir de leur expérience. Voilà, alors on écoute les questions. Est-ce qu'il y a dans le chat? Il y a pas mal de questions dans le chat. Ouais. Du coup, on va les lire et répondre ensemble si ça vous va. Ça marche, ça marche. Ouais, et ensuite, il y a des personnes qui Ouais, et après, il y a des lèvent la personnes main qui aussi. lèvent la main. Ouais, On revient vers vous après. Donc, tu veux lire Ouais, bah, du coup, la première question, c'était pouvez-vous donner plus de détails sur le profil des consultants sur ce master? Du coup, le parcours conseil et accompagnement du changement, ça va être pas mal. Enfin, après, c'est pour vraiment devenir consultant, peut-être en transformation des organisations, Exactement. quelque chose comme ça. Donc, par exemple, dans la transformation des organisations, il va y avoir tout ce qui va être nouvelles formes de travail, les espaces de travail. Peut-être tu veux rajouter quelque chose? Oui, enfin, en général, l'accompagnement du changement, donc en étant consultant sur différents sujets, ça peut être des sujets RH, ça peut être des sujets environnementaux, ça peut être du consulting interne aussi pour accompagner des entreprises sur comme disait Jeanne, sur des modifications de l'organisation. En tout cas, c'est ce qu'on apprend un petit peu. Bon, nous, on est encore en M1, donc on a du chemin à faire en M2. Mais après, Marc pourra peut-être compléter. Oui, bah, les grands thèmes d'intervention pour les consultants, c'est d'abord conseil du côté du management. Hein. Dès qu'il y a une transformation managériale, ou par exemple, on dit aux managers de faire leurs évaluations de leurs collaborateurs d'une manière plus bienveillante, ou comme avec de nouvelles méthodes, voilà, ou dès qu'il y a un logiciel, on va changer un logiciel et il y a des dispositifs de mise à niveau, d'accompagnement, de formation qui doivent être mises en place. Donc ça, c'est toutes les dimensions, je dirais, de changement d'outils, de changement de mode de management. Et puis, il y a des grandes transformations stratégiques, des fusions, des fermetures, des reconversions de personnes, des extensions, des ouvertures qui nécessitent d'accompagner les individus, les mobilités, leur carrière, bien sûr, mais aussi leurs compétences, leur trajectoire. Donc là, il y a besoin d'accompagnement. Et ça se fait en interne ou ça se fait en externe. Ça se fait dans les entreprises où on a des consultants internes dédiés, des porteurs de projets qui vont être des ambassadeurs, comme on dit aujourd'hui, d'une nouvelle méthode managériale ou de l'animation d'un site, etc. Et puis, on a des entreprises qui font venir des consultants. Et là, c'est tout le métier de consultant en cabinet. Et c'est un métier particulier parce que le consultant en cabinet, ben,
Quand il est junior, il est très mobilisé. Il est un jour à Paris, un autre jour à Lyon, un troisième jour à Bordeaux, et il va faire des choses très diverses, hein. Il va aider à l'accompagnement, encore une fois, de la mise en place d'un système d'information. Il va faire des enquêtes. Il va écouter beaucoup. Voilà, il va faire aussi du reporting. Enfin, il y a tout un ensemble d'activités autour de ces métiers que vous allez découvrir en M1, bien sûr, et encore plus en M2. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais c'est un métier très, très ouvert et qui est tourné aussi vers la RH, puisque c'est souvent le RH qui est donneur d'ordre ou commanditaire, ou c'est en lien avec la RH, dans des grandes transformations stratégiques, que le consultant est mobilisé et mène son travail interne d'intervention avec des RH. Est-ce qu'il y a d'autres questions du chat? Oui, bonsoir. Donc ensuite, on a une question de Timothée, qui est actuellement étudiant en M1 en contrat d'apprentissage, et étant donné que je ne serai pas disponible demain pour assister à la JPO sur le Master 2 MSRH, j'en profite pour poser la question pour savoir s'il est possible d'intégrer votre M2 en initial ou apprentissage à l'issue d'un autre Master 2 GRH en apprentissage venant d'un autre établissement universitaire, soit pour l'année 2026 ou 2027. Je vais peut-être plus laisser Monsieur Campo répondre à cette question, mais juste pour la première partie de la question, il faut savoir que il me semble que les réunions des JPO sont enregistrées et elles seront disponibles à la retranscription. Donc si tu souhaites y assister, tu pourras tu pourras voir le replay. Tout à fait. Si ce n'est que peut-être si cette question n'est pas posée demain, il n'y aurait pas eu de réponse à cette question, mais j'allais dire aussi que c'était enregistré. Donc, merci Martin. Non, alors, oui, tout est toujours possible. Après, il faut vraiment se poser la question dans ce cadre bien précis où l'étudiant aurait déjà un master RH. Est-ce que suivre le master RH de Dauphine va réellement lui apporter? En quoi il y aurait une plus-value? Alors j'entends bien, vous allez me dire, ouais, mais c'est Dauphine, peut-être, mais enfin, non, il faut vraiment qu'on comprenne. Je ne dis pas qu'on dit non, c'est déjà arrivé, mais vraiment, il faudra expliquer, convaincre le jury à ce moment-là. Voilà. Si vous avez voilà, si on voit, toujours pareil, regardez le cursus, regardez pour voir en quoi c'est différent de ce que vous avez fait par le passé, juste avant. Enfin, en quoi ça vous permettrait peut-être d'arriver à certains postes. Mais en fait, ça dépend tellement que c'est difficile. C'est pas impossible, en tout cas. Voilà. Martin, on ne t'entend pas. Après, on a... Ah oui, on continue sur le chat. Donc, on a une question qui est assez longue. Est-il possible d'intégrer ce master en sortant d'une cube CPGE littéraire et si on ambitionne d'intégrer le M2 CAC en initial? Donc, pour moi, quand on cube une prépa, on n'a pas d'équivalent M1. Ouais. Donc, intégrer le M2. C'est peut-être le M1, c'est peut-être le M1 qu'elle souhaitait intégrer? C'est marqué M2 en tout cas. Oui. Mais du coup, comme Marc le disait tout à l'heure, le M2 CAC en initial, c'est assez particulier. Enfin, ça se fait pas souvent. Du coup, on te conseillerait peut-être à la limite de postuler d'abord pour le M1 et ensuite peut-être de te projeter soit en M2 MSRH, soit en M2 CAC. Mais après, il me semble pas que le fait que tu viennes d'une prépa littéraire, ce soit rédhibitoire pour l'entrée. On a des camarades qui Ouais. ont fait de l'humanité avant. Mais il y a un point intéressant qui est posé comme question, c'est l'absence d'expérience professionnelle est-elle rédhibitoire? Non. C'est pas rédhibitoire, je sais que... Non. L'absence d'expérience professionnelle en M1, en candidature en M1, n'est pas rédhibitoire. Une compréhension quand même de ce qui se passe dans l'entreprise et un tout petit peu de culture de l'entreprise sont quand même intéressantes. Mais le but précisément du M1, M2, c'est de développer l'expérience professionnelle et de découvrir, et même plus que découvrir, c'est-à-dire de développer une pratique professionnelle
dans les entreprises. Donc, ce n'est pas rédhibitoire en tant que tel. Elle est peut-être conseillée pour un M1 en alternance, non? Ou même pas? En initial. En- Non, un M1 en initial peut-être. Oui, c'est ce qu'on conseillera dans l'entretien de candidature à l'étudiant, de s'orienter plutôt vers un M1 en apprentissage pour découvrir le monde de l'entreprise, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas reculer. Et l'apprentissage est vraiment le lieu où on vit dans l'entreprise, où on découvre ce que c'est, on s'insère dans une pratique professionnelle, puis on découvre le domaine surtout. Hein. Voilà. Mais il est tout à fait normal de ne pas connaître le domaine quand on sort d'un L3 et qu'on rentre dans un M1, qu'on n'ait pas une expérience complète et complexe du domaine, mais avoir quand même une compréhension de qu'est-ce qui se passe dans un service, quand on change de manager, quand on développe de nouvelles règles, quand il y a de nouvelles activités, quand il y a une réorganisation de l'équipe, c'est pas inintéressant. Donc toutes les expériences professionnelles déjà là pour l'étudiant vont être valorisables dans l'entretien de candidature. Rien à rajouter. Alors, il y a une... Pardon. Il y a une question sur la politique d'admission des LIS. Alors moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est les LIS, si quelqu'un a la réponse. Licence en Donc la question, c'est pourriez-vous repréciser les spécificités du master CAC VS RH? Finalement, peut-on accéder au même poste? Quelle différence faites-vous entre le master CAC et les masters type Business Consulting and Transformation Business Consulting? Peut-être la dimension numérique / IA? Ce sont des questions que nous n'aborderons pas. La question de l'IA, du coup, j'imagine. Martin, peut-être je peux répondre. Enfin, je crois, enfin, si c'est quelqu'un qui est déjà à Dauphine, LIS, c'est un parcours en L3. Il me semble que c'est quand même, enfin, tu pourras postuler, mais en fait, par exemple, les grosses différences avec le master Business Transfo et Business Consulting, c'est que par exemple, dans le parcours CAC notamment, ça va être vraiment plus l'aspect accompagnement de l'humain. Enfin, et du coup, les transformations managériales qui en découlent, alors que quand tu vas faire du business consulting ou du business transformation ou du business consulting, tu peux être axé sur toutes les questions stratégiques de l'entreprise. C'est plutôt du conseil en strat, etc. Donc, il y a moins cet aspect humain. Enfin, là, c'est vraiment... basé très en sociologie. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vraiment beaucoup sociologie, psychosociologie. Donc, vraiment comprendre les nouvelles formes de management d'un point de vue humain. Donc, peut-être que ça répond à ta question. Et, oui, ouais, j'ai peut-être complété ce que dit Jeanne. Effectivement, d'abord, les listes sont bienvenues, plus que bienvenues. Elles sont tout à fait accueillies en M1, M2, parce que c'est des étudiants qui ont déjà un peu le double cursus disciplinaire. Ils ont à la fois fait des sciences sociales et en étant à Dauphine, ils ont des connaissances aussi du côté management, du côté gestion. Donc, ils sont extrêmement encouragés à se présenter à la candidature en M1. Après, la différence, c'est que, effectivement, comme le disait Jeanne, le Master CAC est centré sur les effets des stratégies au plan social et au plan humain. C'est-à-dire, c'est comment ça transforme la culture, les identités des acteurs, les professions, les pratiques professionnelles. Mais business consulting, c'est un projet de changement pris de manière globale, de la définition des lots jusqu'à la réalisation, par exemple, d'une transformation organisationnelle complète, une fusion entre deux entreprises, des stratégies qui sont macro pour l'entreprise et qui ont des effets complexes à tous les niveaux, en termes d'ingénierie, en termes technologiques, en termes, par exemple, de systèmes d'information, en termes organisationnels, où on restructure complètement l'entreprise. Nous, on ne va pas être sur des dimensions aussi lourdes. Alors, l'inconvénient de business consulting, c'est qu'il ne peut pas traiter le facteur humain, je le dirais comme ça, les dimensions sociales et humaines des transformations de manière aussi fine. Il va être beaucoup plus macro, il va être beaucoup plus global, il va prendre en compte tous les impacts
des changements stratégiques, voilà, qui vont de la redéfinition des locaux à la transformation, au regroupement d'équipes, à l'installation d'un nouveau logiciel, à l'évaluation de tout ça. C'est en quelque sorte l'ensemble des lots du changement, de la transformation ou du changement. Alors que nous, on va être plutôt sur les lots euh, euh, humains, sociaux, psychosociaux, groupaux, individuels. Et donc, on va faire de l'enquête, nous, on va faire de l'écoute et de l'enquête pour proposer des dispositifs de remédiation. Donc, ce n'est pas tout à fait la même logique. C'est comme si on avait un projet d'envergure et puis à l'intérieur de ce projet d'envergure plein de lots, et il y a un lot qui est le lot accompagnement humain, accompagnement des équipes, des individus, des managers, dans les difficultés qu'ils rencontrent dans ces transformations. Voilà un peu la différence, mais je pense que le LIS est ouvert aussi sur business consulting et sur les autres masters. Simplement, c'est plus de la gestion. Nous, on va plus être dans gestion et sciences sociales. Donc, on a une autre question. Voilà, on a une autre question. Alors, serait-il possible d'avoir des précisions sur les profils acceptés en master? Est-ce que les personnes ayant plus de 30 ans et souhaitant reprendre les études sont éligibles à l'alternance ou en formation continue? Alors, pour le coup, pour répondre à la première question, on a des profils qui sont assez diversifiés pour le coup. À titre d'exemple, on a un de nos camarades qui s'appelle Étienne, qui avant était en CCA, en comptabilité, en gestion. Donc pour le coup, je pense qu'en termes de profil, et ça c'est quelque chose qui est une des caractéristiques du master, je pense que c'est les profils qui sont assez diversifiés, ils sont appréciés. Donc pour le coup, je pense pas que cela c'est un frein. Et concernant l'alternance, à partir de 30 ans, je ne sais pas si le master propose des contrats de professionnalisation, mais en tout cas à partir de 30 ans, voilà. Donc le master il propose, donc il y a une possibilité après 30 ans d'effectuer un contrat. Donc évidemment, pas en alternance, mais en professionnalisation par rapport à la convention et par rapport En alternance, au droit du la, travail. Voilà. la professionnalisation, c'est de l'alternance, mais ça ne sera pas en apprentissage. Voilà, oui, oui, non, mais tout à fait. C'est possible, des réorientations professionnelles. Toujours pareil, il faut nous expliquer le pourquoi. Il me semble que dans votre promo, il y a une ou deux personnes qui sont en réorientation professionnelle. Alors peut-être plus rapidement, c'est arrivé plus vite, elles sont peut-être un peu plus jeunes, mais bon, 30 ans, 35 ans, c'est déjà arrivé, voire plus, même. Bien sûr. Alors ensuite, on a une autre question. Je vous remercie de votre présentation et j'en profite pour poser quelques questions en tant qu'étudiante L3 AES. Alors elle demande d'abord si la maîtrise de l'anglais joue un rôle important dans le choix du jury. Alors je pense pas, étant donné que le master est en français, je pense pas qu'il y ait un niveau d'anglais requis, donc je pense pas que ça influence. Ensuite, y a-t-il de bonnes... C'est bien d'avoir un TOEFL, c'est bien aussi d'avoir, on ne crache pas dessus. Non, non, oui, alors juste, oui, je complète tout de suite. C'est vrai qu'on n'en fait pas un critère rédhibitoire. En revanche, on vous sensibilise quand même sur le fait que dans la plupart des entreprises maintenant, quand même, l'anglais est fortement demandé. Après, nous, on n'a pas grand-chose à faire parce que c'est vrai que la majorité des étudiants ont plutôt un très bon niveau en anglais, mais pas tous. Et jusqu'à présent, on n'en a jamais fait un critère de sélection. Ensuite, c'est une question plutôt pour Monsieur Campois et Gladys. Donc, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises réponses pour le dossier de 5 pages et qu'est-ce qui est évalué dans ce travail? Moi, je dirais qu'il n'y a aucune mauvaise réponse, mais qu'il y a des devoirs plus ou moins intéressants, plus ou moins stimulants, des manières de construire en piquant ce qu'il y a sur les sites internet, ce qui ne nous intéresse pas beaucoup, des manières de construire plus personnalisées, en mobilisant aussi des expériences, des débuts d'expérience professionnelle quand on en a, et en choisissant des auteurs académiques intéressants et pas seulement, disons, le prêt-à-penser qu'on trouve dans la presse managériale, pour le dire tout simplement. Voilà. Donc, on aime que ça soit un petit peu stimulant et original. Et personnel aussi. Enfin, encore une fois, ça peut être naïf, enfin un petit peu maladroit, mais on préfère ça que relire pour la énième fois les mêmes références. Pensez juste qu'on a
plusieurs dizaines, centaines de dossiers. Donc c'est horrible quand on voit exactement les mêmes références. Voilà. Donc après, ce qu'on va surtout, enfin en tout cas moi de mon côté, mais je pense que Marc c'est un peu pareil, on évalue comment c'est construit. Et pas ce que vous dites vraiment au fond, parce que vous avez le droit d'avoir un avis qui pourrait être différent du nôtre, et ce n'est pas le problème. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des bonnes manières de répondre, mais il n'y a pas de bonne réponse. Et ensuite, alors sur le site, il est indiqué qu'un projet professionnel doit être présenté dans une lettre de motivation. Cela signifie-t-il que la lettre de motivation doit exclusivement se concentrer sur ce projet ou bien celui-ci peut être intégré parmi d'autres éléments? Alors pour moi, oui, dans une lettre de motivation, il faut forcément donner son projet professionnel parce que la définition d'une lettre de motivation, c'est dire pourquoi on veut intégrer ce master. Et donc forcément, on a une idée derrière de projet professionnel. Donc il faut l'intégrer. Après, il faut aussi intégrer d'autres éléments. Il ne faut pas juste expliquer son projet professionnel. Donc on peut rapidement dire pourquoi on est intéressé par les ressources humaines, pourquoi Dauphine, nos expériences précédentes, enfin. Pour moi, il faut le mélanger à d'autres éléments, mais oui, il faut intégrer forcément le projet professionnel. Je vais compléter là juste parce que, enfin, c'est l'occasion. Il y a aussi une chose qui est importante pour ceux qui auraient eu une scolarité un petit peu accidentée ou autre, enfin un peu compliquée parfois, pour X raisons. On essaie de, comment dire, d'être ouvert là-dessus, même si bien sûr on fait attention aux notes, mais surtout, n'essayez pas de nous enfumer dans les documents que vous nous rendez. Et s'il y a eu des accidents, expliquez-les. Et la lettre de motivation, c'est parfois le bon endroit pour expliquer un accident, le reconnaître, et puis ensuite, voilà, c'est pas grave. Il n'y a rien de pire que de découvrir au moment de l'entretien, de comprendre enfin qu'il y a un accident qu'on n'avait pas vu, qu'on avait mal compris, ou le pire, ou encore pire, c'est quand on est devant un dossier qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne le sent pas, et je peux vous dire que 9 fois sur 10, in fine, ce dossier, il passe à la trappe. Alors que si les choses étaient expliquées clairement, il est possible qu'il y avait au moins une chance sur deux pour que ça passe. Sur l'expérience professionnelle, c'est le point 4 de la question. Je crois qu'on y a répondu. Souhaitable, intéressante, mais pas nécessaire absolument pour rentrer en M1. Ok, ensuite, on a une question de Lola qui demande, confirmez-vous bien que lors de notre candidature, nous avons à choisir le M2. Les places sont-elles garanties pour le M2? Je n'ai pas compris s'il fallait recandidater, repasser des entretiens. Il me semble que vous avez dit qu'il fallait simplement valider le M1. Peut-on changer notre choix entre le M1 et le M2? Alors, en effet, lorsque vous candidatez en M1, comme le précisaient Eric et Marc tout à l'heure, il faut que vous choisissiez votre parcours de M2 parce que premièrement, ça va impacter la contenance de votre dossier de candidature parce que par exemple pour le mini-mémoire, vous n'aurez pas les mêmes sujets et pas les mêmes consignes non plus, il me semble. Et puis ensuite, une fois que vous serez admissible, il me semble que ça a aussi un effet sur la composition du jury d'admissibilité en fait. Donc vous n'aurez pas le même jury selon votre parcours. Après, comme le disait tout à l'heure Monsieur Campois, si vous vous réveillez au milieu du M1 et que vous vous rendez compte que vous avez absolument envie de changer de parcours, il semblerait que ce soit possible de changer en cours de route pour certains cas. Et puis ensuite, les places sont-elles bien garanties pour le M2? Donc encore une fois, moi de ce que j'ai compris et de ce qu'on nous dit, effectivement, du moment où on valide son M1, il n'y a pas de raison qu'on vous jette à la porte. C'est plus l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des recrutements supplémentaires directement en M2, mais pas l'inverse, voilà. Je vais juste compléter. Alors, pour ce qui est du changement On n'entend pas. Ah, mais non, c'est Ah, parce qu'on n'a pas le son. ah. Pardon.
Pour ce qui est du changement de parcours entre le M1 et le M2, voilà, il ne faut pas compter. Enfin, c'est possible. Je pense que vous avez un camarade de votre promo au moins qui devrait changer. Mais encore une fois, il va devoir, là pour le coup, vous repasser forcément un entretien pour changer. Ça, c'est sûr, puisque vous n'avez pas rempli le dossier pour ce M2-là. Donc, pour tout vous dire, voilà, en M1 et en M2, ce sont les mêmes dossiers qui vous sont demandés. Ce sont les mêmes sujets qui sont traités par les candidats qui candidatent en M1 ou en M2. Donc, vous comprenez bien qu'après, si vous avez candidaté en MSRH en M1 avec le sujet MSRH, en M2, vous devez être rentré, si vous voulez y rentrer, vous devez faire le dossier CAC. Voilà. Sinon, c'est passage automatique. Juste un point, quand même, une précision. Pour ceux qui sont en initial, la césure, la question de la césure peut se poser. Alors, moi, de mon côté, parce que ça concerne plutôt la partie RH, MSRH, moi, j'essaie de le dire dès l'entretien de sélection. Vraisemblablement, il y aura une césure. D'accord. Et on voit pourquoi. On essaie d'organiser cette césure. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas votre place dans le M2. Vous aurez votre place, mais parfois après l'année de césure. Et j'attire votre attention, j'en profite quand même, j'attire votre attention sur le fait que le M1 en initial a aussi, de mon point de vue, de gros avantages, notamment pour les étudiants qui ne savent pas toujours, qui hésitent. C'est l'occasion d'acquérir de l'expérience, d'acquérir des expériences différentes puisque vous changez. Les stages ne durent pas, enfin, durent 6 mois. Et vous pouvez donc multiplier les expériences tant en termes d'entreprise que de contenu d'émission. Et vous arrivez à la fin du M2 avec 2 ans et demi, 3 ans d'expérience professionnelle derrière vous. C'est très bien. Voilà. Alors ensuite, on a une autre question de Mao. Donc, elle est actuellement en L3 AES. Elle n'a toujours pas reçu ses notes du semestre 1 et elle demande si elle peut quand même candidater. Oui, vous pouvez candidater. Vous nous mettez ce que vous avez. D'ici, on va dire, à la fin des candidatures ou surtout aux entretiens, parce que c'est plutôt sur les entretiens entre les candidatures et les entretiens que ça peut bouger. Bah, si vous avez à nouveau votre relevé de notes, vous l'amenez. Vous nous le communiquez, vous l'amenez. Il n'y a aucun souci. Vous faites une déclaration sur l'honneur que pour l'instant vous n'avez rien. Alors faites attention parce que les universités, on les connaît. Il y a parfois plusieurs candidats de la même université. Donc c'est bien quand le discours est un peu commun, cohérent. Mais parfois d'une formation à une autre, d'ailleurs dans la même université, les dates pour les notes ne sont pas les mêmes. Voilà. Du coup, il y a une question. Bonjour, quel est le niveau d'exigence en termes de dossier académique et d'expérience professionnelle? Si je peux répondre rapidement, euh, tout dépend en fait. Tout dépend des profils, tout dépend des motivations. On a une diversité de profils vraiment dans la promotion, des parcours différents, des reconversions. Enfin, tout va dépendre pour moi des motivations et du profil. Donc, je ne sais pas si. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une réponse en fait à cette question. Et je sais qu'il faut faire attention aussi aux différentes universités, par exemple, qui ne vont pas noter de la même façon les différents parcours. Parfois, un 12 de moyenne va être excellent, alors que, par exemple, d'autres écoles, ça va être moyen. Enfin, ça dépend vraiment de chaque profil. Et des disciplines aussi. En droit, vous venez d'Assas Paris 1. Bon, mais un 10 et demi nous convient très bien. Si vous êtes passé à chaque fois, c'est déjà bien. Voilà. À d'autres endroits, en dessous de 15, on se dit ça va pas. Voilà. Donc, bon, je peux pas vous répondre. Après, on fait des paris aussi. Parfois, on prend des profils totalement atypiques, passés par des formations qui, au départ, ne prédisposaient pas à faire des cursus longs à l'université. Mais voilà, tout dépend après du projet et autres. Ensuite,
on a une question d'Astrid qui demande je possède un M2 en management d'une école de commerce et souhaite désormais me spécialiser dans les RH. Ayant déjà suivi quelques cours en RH, RSE, protection des données, etc. durant mon master, est-il plus pertinent de postuler directement en M2 ou le passage par le M1 est-il indispensable pour suivre efficacement les cours du M2 MSRH? Là, je laisse Monsieur Campo répondre peut-être, même si j'ai une petite Bah, idée de la réponse. c'est toujours un peu compliqué de répondre comme ça sur un dossier qu'on ne voit pas. Mais moi, j'aurais tendance à dire faites la double candidature. Faites la double candidature. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, Martin, mais ne voyant pas le dossier, je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que venant d'école, on a tendance à dire M1. Mais encore une fois, ce n'est pas automatique. Oui, alors du coup, alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur nos contacts pour nous recontacter. Je ne sais pas trop comment on est niveau temporalité, donc on les a mis en fin de conversation. Enfin, voilà. Moi, j'ai une petite info aussi pour vous. Il y a un programme à PSL qui consiste à répondre aux étudiants prospects qui est disponible sur la page qui s'appelle PSL Voices. Et c'est nous, les étudiants, qui répondons à vous, les étudiants prospects. Et donc, on est disponible aussi via cette voie. Si on ne répond pas par LinkedIn ou quoi que ce soit, on est disponible aussi là-dessus. Voilà, PSL Voices. Très bien. Après, est-ce qu'on a encore un peu le temps? Oui. Ouais, je pense. OK. Ouais, on peut partir sur elle. Allez, donc sur ma candidature, nous devons inscrire nos moyennes par semestre. Or, en BUT, nous n'avons pas de moyenne par semestre, mais plutôt des notes par UE. Que pouvons-nous inscrire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, vous donnez Mettez- vos vous pouvez mettre une moyenne approximative et vous indiquer approximatif, CF, relevé. Et puis nous, on ira voir les relevés de notes que vous avez. Voilà. De toute façon, chaque institution, il y a toujours des particularités, on est obligé de faire avec. Et l'idée, c'est pas de vous sanctionner parce qu'il y aurait des particularités et que vous ne rentreriez pas complètement dans les cases. Alors, il y a une question sur la fonction publique et les trajectoires dans la fonction publique. Alors, on ne prépare pas au concours de la fonction publique, mais en deuxième année, même en première année, on a des apprentissages qui se font dans le secteur public, que ce soit les ministères, que ce soit la ville de Paris, que ce soit Les hôpitaux. les hôpitaux, voilà, différentes agences publiques, et puis le secteur associatif aussi. On a eu, il y a quelques années, des étudiants qui faisaient leur apprentissage chez Emmaüs, par exemple. Donc, le secteur associatif est tout à fait intéressant aussi à étudier sous le plan des transformations et des changements organisationnels et autres. Hein. C'est, je dirais même, un secteur qui est très impacté, ministère de la Défense, ministère des armées. On a vu là à l'œuvre des changements et des accompagnements très importants des transformations en cours. Donc oui, tout à fait, et même c'est tout à fait intéressant d'avoir des candidatures de gens qui se destinent au secteur public. Et je crois dans les deux masters. Hein. Alors, on passe à la question suivante. Est-ce que vous favorisez les étudiants sortant de grandes écoles de commerce et d'université? Bah, on s'est un peu dit tout à l'heure avec les filles qu'il faut quand même savoir que donc tout type de profil est accepté, mais qu'il y a quand même une grosse charge quand même de travail. Enfin, c'est une formation assez exigeante. Donc, il faut quand même être conscient qu'il y a du travail à fournir derrière et que ça demande une certaine organisation avec l'alternance qui débute ensuite en novembre. Et il faut savoir que c'est complètement différent. Par exemple, moi, je viens d'école de commerce et la charge de travail n'est pas du tout la même. Enfin, c'est complètement différent, les écoles et les universités. Donc, il faut avoir ça quand même en tête. Voilà, ce ne sera pas la même chose. C'est-à-dire, c'est plus chargé ou moins chargé?
Plus chargé. C'est plus chargé. Mais par exemple, à l'inverse, moi qui venais de Dauphine, je trouve un peu moins chargé la formation en M1 parce que justement à Dauphine, on nous demandait, la méthode de travail en fait était complètement différente. Donc en fait, ça dépendra vraiment d'où vous venez et de quelle école vous venez. Voilà, on peut passer à la question suivante. Oui, pardon. Donc on a ensuite une question. Bonsoir. L'année de césure est-elle possible dans le cadre d'un contrat d'apprentissage? Donc ça, c'est la première partie de la question. Pour répondre, dans la mesure où les étudiants qui sont admis en M1 apprentissage signent en principe un contrat de 24 mois, la césure n'est pas prévue dans le cadre du master en apprentissage. Je crois que M. Campois confirme, donc a priori, c'est une bonne réponse de ma part. Et ensuite, on a une question subsidiaire qui est ayant débuté mon M1 en alternance pour l'année scolaire 2024-2025 et ayant stoppé mon année en novembre 2024 dû à un problème de santé, pas de notes pour ce semestre, dois-je mentionner ce début d'expérience sur mon dossier pour postuler en M1 et où mon CV? À mon sens, oui. À mon sens, faut mettre le. Ah, Il faut j'entends pas expliquer la. excuse-moi. Il faut expliquer cette année aussi. C'est-à-dire, sinon, on va se poser des questions sur mais qu'est-ce qui s'est passé en 2024-2025. Donc, il faut l'expliquer. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. J'en profite aussi pour ceux, alors ça sera plutôt pour le M2, mais enfin, ceux qui sont en apprentissage, notamment qui seraient en M1. Ils peuvent rentrer en M1 ou en M2. Et comme vous changez d'établissement, de toute façon, il y aura une rupture du contrat. Donc la question de la continuité dans la mission précédente ne se pose pas vraiment. Deuxième point, on ne vous demande pas de candidater avec une offre des gens en poche. Au contraire, si vous arrivez en nous disant j'ai déjà mon apprentissage, là, nous, c'est pas une raison. Vous demanderez aux étudiants, trouver un apprentissage, c'est voilà, ils ont suffisamment d'opportunités. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, ne venez pas. Et de toute façon, tant qu'on n'aura pas, nous, validé vos missions en apprentissage, vous ne pourrez pas signer de contrat. Donc, c'est pas parce que vous arrivez. Je sais que la loi peut peut le laisser penser. À Dauphine, on ne vous prendra pas pour ça. On peut rajouter qu'après l'entretien de candidature, en tout cas pour le Master 4, mais je crois que tu fais la même chose, Eric, on a une réunion. Toi, je crois que même tu fais un petit forum, hein, mais moi j'ai une réunion avec les étudiants pour les aider à préciser à la fois le type d'apprentissage qu'ils peuvent faire au sens des missions et des entreprises dans lesquelles ils peuvent aller faire leur apprentissage. Et puis après, même dans ce petit entretien, on regarde ensemble comment se positionner, hein, comment être un peu force de proposition dans l'entretien et comment amener des choses dans l'entretien pour, pour qu'on soit bien dans les clous, à la fois en termes d'étudiants autonomes et à la fois en termes d'étudiants qui choisissent les missions qui vont être cohérentes avec son parcours de formation. C'est quand même un point important à vérifier. Hein. Puis pour ajouter quelque chose par rapport à l'alternance, vraiment, vous précipitez pas sur les premières offres. Et comme le disait M. Campois, ça sert à rien de venir avec une alternance déjà en main. Vraiment, vous inquiétez pas. Je sais ce que ça peut faire même si par exemple vous venez à Paris pour étudier, que vous venez d'ailleurs, ça peut être angoissant de ne pas avoir d'alternance déjà. Mais vraiment, vous en faites pas. Vous trouverez largement assez rapidement des alternances de qualité. Et parfois, c'est ceux qui trouvent en dernier qui ont les missions les plus intéressantes. Vraiment, c'est pas utile de se précipiter sur les premières offres qu'il y a sur le marché. D'autant que les entreprises ont tendance à avancer leur recrutement au départ. Bon, en RH, je pense que c'est un tort parce qu'il y a très peu de. On est un des premiers masters à rendre ces résultats. Donc, pour tout vous dire, on a même des entreprises qui, au départ, ne souhaitaient plus participer au forum parce qu'elles nous disaient c'est trop tard. Nous, à partir de février, on recrute. Et puis, qui, un mois plus tard, nous appellent en nous disant est-ce qu'on peut participer au forum parce qu'on n'a pas les candidats qu'on souhaiterait avoir. Donc surtout, surtout, ne vous précipitez pas. S'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est vous regardez les offres
pour vous dire, tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins, pour vous poser des questions, pourquoi ça m'intéresse pas. Et comme ça, quand vous passerez, si vous êtes sélectionné, vous serez au forum, vous rencontrez des entreprises, ben vous savez un peu plus pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez, ce que vous cherchez. Mais surtout, surtout, ne vous précipitez pas. Ça donne des catastrophes après, où on est obligé de rompre, où l'étudiant n'est pas heureux. Voilà. Je sais bien qu'au départ, vous avez l'impression que c'est génial, et puis après, parfois. En tout cas, merci Martin de l'avoir évoqué. C'est en général plus parlant quand c'est un étudiant qui le dit que quand c'est un vieux schnock comme nous qui le dit. Ensuite, on a une autre question. Donc, que pouvez-vous nous dire de l'étude des dossiers pour les dauphinois? Est-ce que chaque comité de master étudie les dossiers en tenant compte des candidatures ou des décisions d'admission, donc dans d'autres masters? Quels seraient les doubles, triples ou candidatures qui seraient rédhibitoires et où vous traitez chaque dossier seulement au regard de vos attentes de la candidature et de la candidature? Donc, je sais que les dossiers dauphinois, dans un sens, ils sont regardés en priorité. Euh, Après, voilà, je vous laisse compléter là-dessus, Monsieur Campan. Euh, alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Ouais. D'abord, oui, je te rejoins. Les dossiers des Dauphinois, moi, je les regarde bien sûr en priorité. Ça ne veut pas dire que forcément ils seront admissibles, mais bon, ça devrait pouvoir le faire. Après, c'est un entretien, on verra. La deuxième question portait plus sur les vœux, l'ordre des vœux, j'imagine, le fait que les Dauphinois, vous avez 3 vœux, on vous demande de faire 3 vœux. Alors, c'est vrai qu'on a connaissance du fait que vous nous avez demandé en vœu 1, vœu 2 ou vœu 3. On vous le dit, on le sait. On ne sait pas quel vœu vous avez fait. Moi, en général, je le demande quand même. Parce que ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre ce que vous cherchez. Et c'est vrai qu'un étudiant qui a coché marketing, compta, RH, j'ai envie de lui dire, il faudrait savoir ce que tu as envie de faire quand même. Et si tu veux faire du marketing, si tu n'es pas pris à Dauphine, va le faire ailleurs plutôt que d'aller faire de la RH. Voilà, ça c'est ce que je lui dirais. Mais il m'arrive tous les ans de prendre quelqu'un qui était en vœu 2 ou 3. En vœu 2, ça arrive. En vœu 3, c'est plus rare, mais ça arrive, à condition que l'étudiant réfléchisse bien. Est-ce que c'est vraiment RH si on lui dit oui? Si lui dit oui, je ne veux plus entendre parler de ah, tout compte fait, c'est pas ça que je veux faire. D'accord? Dans ce cas, il faut aller ailleurs. Si on n'est pas pris à Dauphine, on va ailleurs et la vie continue. Et il y a une vie en dehors de Dauphine. Voilà. Il n'y a rien de rédhibitoire. Alors là, les gars, coupez le dernière question. Alors, ça concerne le rythme d'alternance. Alors, c'est assez particulier en M1 parce qu'on commence avec 3 mois, donc 100% en cours. Et ensuite, ce sera du 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Et ensuite, ce sera un petit peu pareil en M2. Les 2 premiers mois, c'est assez particulier. Il y a un petit peu plus d'école que d'entreprise. Et ensuite, ce sera pareil, 3 semaines d'entreprise, 1 semaine école. Et ouais, ça c'est pour le rythme alternance, mais après, si vous faites la formation initiale, vous avez aussi un stage alterné qui est proposé pour la deuxième partie de l'année. Donc, par exemple, moi, je suis en formation initiale et du coup, j'ai commencé mon stage en janvier et je vais le terminer en juin. Et donc, c'est sur le même rythme. C'est 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Et ensuite, du coup, comme il y a l'année de césure, on va aussi chercher des stages. Et après, le M2, ce sera la même chose. Ce sera 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise pour l'alternance en M2. J'en profite juste Voilà. pour dire que les étudiants, qu'ils soient en initial ou en apprentissage, suivent les cours ensemble. Il n'y a pas une promo initiale, une promo en apprentissage. On ne l'avait pas dit. Autrement dit, voilà, si vous demandez que l'apprentissage, vous êtes embarqué pour 2 ans dans la même entreprise. On essaiera de faire évoluer les missions, mais vous êtes embarqué pour 2 ans. Si vous êtes un initial, vous allez avoir un peu plus de marge. Vous pouvez aller à l'étranger durant votre année de césure. Vous faites des stages différents et vous serez quand même admis dans le M2. Voilà, il est 19h47. Je suis le gardien du temps.
J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, si on ne l'a pas fait, vous trouvez très facilement nos adresses, eric.emploi, marc.glady@dauphine.psl.eu, et on se fera un plaisir de vous répondre sur des questions plus précises. Et nous aussi, on est disponible si jamais. Surtout les étudiants, contactez-les, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ouais. En tout cas, merci à tous les étudiants du M1 qui ont participé, qui représentent toutes les sensibilités, et c'est très sympa de vous voir ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.